André Malraux fut le maître de ma jeunesse, selon Albert Camus. Une amitié et une correspondance débuta en 1940-41. Le rapprochement de Sisyphe et de l'étranger a beaucoup plus de conséquences que je le supposais. L'essai donne au livre son sens plein et surtout change ce qui paraissait d'abord, dans le roman monochrome et presque pauvre, en une austérité qui devient positive, qui prend une force de primitif. Il y a donc bien un éclairage des œuvres les unes aux autres, et je le crois tout particulièrement quand il s'agit de vous. Pia m'avait transmis vos remarques. Oui, certaines œuvres peuvent s'éclairer les unes les autres. C'est sur cette idée que je travaille. Maintenant, ces choses se sont détachées de moi et elles seront à qui elles voudront. Ce qui importe est qu'avec les deux livres, ensemble, vous preniez place parmi les écrivains qui existent, qui ont une voix, bientôt une audience et une présence. Vous faites une sorte de morale de l'absurde. Reste à en faire une psychologie. De toute façon, si mes manuscrits ne m'apportent pas autre chose que l'accord et la sympathie de quelques esprits que j'aime, que j'admire, cela sera bien suffisant. Mais la psychologie absurde a connu quelques-unes de ses meilleures réussites avec vos personnages. Les débuts littéraires de Camus à Paris s'annoncèrent avec l'impression du livre L'étranger durant la Seconde Guerre mondiale en 1942. Au préalable, des échanges épistolaires entre Malraux et Camus, ainsi qu'entre Malraux et Pascal Piat, furent l'occasion de préparer cette édition de L'étranger, mais aussi du mythe de Sisyphe dont Camus souhaitait une édition simultanée par des propositions d'approfondissement de certains passages. Dans une histoire, il est souvent tentant de dégager un fait parmi un ensemble pour en montrer son aspect déterminant. L'autre excès est de noyer un fait important parmi le tout. Mais l'on peut avancer sans trop se tromper que l'attachement inconditionnel de Camus envers Malraux vient de l'engagement de celui-ci du côté des Républicains pendant la guerre d'Espagne. Ces informations mettent l'accent sur l'importance du travail préparatoire en amont de l'édition du livre, du travail de réécriture, de la nécessité pour l'écrivain, pour tout artiste, du regard extérieur. Dans leur espace historique, ces échanges leur semblaient indispensables. Ce travail méticuleux de précision était nécessaire pour arriver à l'œuvre d'art de cette qualité. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas, ou, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais à la tendre indifférence du monde. Ce travail d'élaboration dont nous restons en général étrangers, l'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. Ces informations m'ont surpris et permis de revoir l'étranger de façon plus neuve, plus cohérente, comme une œuvre plus collective, Camus, solitaire, solidaire. Il se dégage des émotions sensibles au cœur, un trouble, un bonheur cher à Camus, ressenti même par des professionnels de la littérature, comme Malraux, à la lecture du premier manuscrit de L'étranger. Malraux à Gaston Gallimard. Attention, ce sera un écrivain important. L'étranger, évidemment, est une chose importante. Nous espérons dans de prochaines vidéos vous amener d'autres éléments de réflexion. Il ne s'agit pas de construire une nouvelle église, de nouveaux dogmes, selon les principes d'Albert Camus. Nous essaierons de dégager ce que j'appelle prendre soin de soi et des autres avec Albert Camus, que lui-même a pu transmettre à certains par toute son œuvre et sa vie. N'attendons plus le malheur et l'enseignement des hommes, comme il est dit à la fin de La Peste. Cette vidéo est la première pierre de ce projet qui, je l'espère, sera plus collectif. À bientôt. L'absurde, comme vous savez, a fait fortune. Je vous ai parlé tout à l'heure du sentiment fondamental de la différence. Je crois que l'absurde, c'est le sentiment de la différence ressenti négativement. C'est-à-dire ressenti, Kierkegaard dirait ressenti en tant qu'on voit ses douleurs. C'est ça. La différence pourrait être ressentie avec une complète indifférence. Elle pourrait être ressentie avec exaltation. La multiplicité, la pluralité, une sorte d'hindouisme, n'est-ce pas ? Et elle peut être ressentie comme un drame. Il n'y a pas de doute que dans notre civilisation, elle a été ressentie comme un drame. Et alors, elle a donné le mythe de l'absurde. Enfin, le domaine, j'y viendrai après, que nous mettons sous le mot absurde. C'est en somme la conscience du désaccord, au sens étymologique, du désaccord. Les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre
et dont on a parlé à mon propos sont des notions vécues pour moi. Je veux dire qu'au fond, je parle de ce que tout le monde connaît. Et je ne peux pas parler d'autre chose pour la raison excellente que je ne me sens pas une sensibilité originale à part. Je me sens une sensibilité semblable à celle des gens qui m'entourent. Je ne me suis jamais senti séparé. En ce qui concerne l'absurde, c'est une expérience que tout le monde peut faire dans le tramway, dans un taxi. Enfin, c'est un sentiment de séparation et d'étrangeté que j'ai essayé d'analyser. Et, naturellement, un sentiment ne peut pas tout recouvrir, on ne peut pas tout expliquer par ce sentiment. Et j'ai toujours fait la critique de ces impressions qui étaient les miennes, si bien que j'ai été amené à faire la critique de la notion d'absurde, bien que ce fût une notion profonde en moi, de même que j'ai été amené à faire la critique de la notion de révolte, bien que ce fût aussi une notion profonde en moi. Pour moi, l'absurde a été un point de départ et naturellement, je trouve que loin d'être un élément de stérilisation, le confort, le sommeil, la satisfaction de soi, l'embourgeoisement du cœur sont des facteurs de stérilisation infiniment plus vivaces et dynamiques. Et je n'ai jamais pensé qu'on pût rester sur l'attitude absurde comme sur une position de négation pure. Il me semble au contraire que cette insatisfaction profonde qu'il peut réveiller chez l'être humain est susceptible de donner naissance à des actions, à des passions, à des joies, et c'est un peu l'effort que j'ai poursuivi dans mes livres, que d'essayer de donner une expression, des couleurs, une illustration à ces conquêtes de l'absurde. Naturellement, il y est plus sensible puisqu'il a perdu à la fois ses racines et ses cadres. Il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. En somme, je rendrai ce que je veux dire clair en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins.